Bonjour, je suis contente de vous retrouver pour donc une nouvelle vidéo, mais dans le cadre du pôle histoire, parce que vous savez que notre société, c'est généalogie et histoire locale. Donc j'ai le plaisir de rencontrer Monsieur Yvon, Bonjour. Qui est président du GRAC. Voilà, je suis président du groupe de recherche archéologique du Cotentin. Alors je vais vous laisser nous présenter un petit peu donc qu'est-ce que le GRAC, parce que tout le monde ne sait pas, ne connaît pas. Alors le GRAC, c'est une association qui a été créée en 1975 autour de la chapelle Saint-Germain à Querqueville, qui est une des plus vieilles églises de notre région. Et c'est les fouilles de monsieur Robert Dold à l'époque. Il a eu besoin de créer une association autour de cette chapelle ancienne, et donc il a créé le GRAC. Et le GRAC s'est développé au fur et à mesure pour gérer, pour rendre accessible l'archéologie finalement à tout public, des professionnels aussi, aider des professionnels, mais aussi des bénévoles. Donc le GRAC s'est développé depuis une cinquantaine d'années, 50 ans pour être précis, et c'est devenu une association qui gère à la fois des projets archéologiques, qui rend l'archéologie accessible à tous, de vulgarisation, mais aussi plus largement l'ensemble du patrimoine du département de la Manche, mais plus spécialement du Cotentin. Mmh. Voilà. Quand vous dites que c'est accessible à tout le monde, je pense que c'est en fait des étudiants en archéologie qui peuvent aller sur les fouilles, ou c'est n'importe quel kidam qui aime l'archéologie qui peut venir? Ça va beaucoup plus loin que ça, c'est n'importe quel kidam. En fait, si vous voulez, on peut diviser nos membres, nos 50 membres actuellement environ, en, disons, 3 catégories. Une catégorie de gens qui s'intéressent à l'histoire locale, à l'archéologie locale, et qui vont profiter de différentes activités qu'on peut faire. Des étudiants d'archéologie ou des gens qui sont beaucoup plus passionnés, et là, qui vont nous demander, par exemple, s'ils peuvent participer à des actions un peu plus techniques que l'on mène, par exemple des prospections, participer à des fouilles archéologiques quand il y en a dans la région. Et puis, bien sûr, la dernière catégorie de population, c'est plutôt des personnes qui sont des professionnels, donc des archéologues qui dépendent soit du service régional de l'archéologie, soit de l'INRAP, Institut national de la recherche archéologique préventive, qui sont des professionnels et qui adhèrent à l'association pour des services rendus et pour différentes actions locales que l'on fait avec eux, quoi. D'accord. Mais concrètement, votre société, je veux dire, parce que là vous me parlez, enfin, je vous ai parlé de fouilles, tout ça. C'est vous qui gérez les fouilles. Vous avez comment ça se passe avec l'INRAP? Comment vous positionnez? Je vais rentrer un peu dans un détail un peu technique et juridique. L'archéologie en France, elle n'est pas libre, au sens n'importe qui peut pas du jour au lendemain s'installer sur un terrain qui lui appartient ou qui lui appartient pas et commencer à creuser le sol. L'archéologie se fait en France, se traite maintenant sous deux grands angles. Le premier, l'angle principal depuis maintenant peut-être une quinzaine d'années, peut-être une vingtaine d'années, c'est l'INRAP, Institut national de la recherche archéologique préventive. Qu'est-ce que l'archéologie préventive? Eh bien, c'est tout simplement des travaux de route, des travaux de chemin de fer, une autoroute, des bâtiments. À un moment donné, on va trouver des vestiges archéologiques. Donc, avant, on arrêtait les travaux et on fouillait. Maintenant, il y a des fouilles dites préventives ou des sondages préventifs. Et donc, si on trouve quelque chose, c'est le service régional de l'archéologie qui va dire stop, on fouille avant que l'autoroute arrive ou avant que le chemin de fer arrive. Donc là, c'est une société, l'INRAP, c'est une organisation qui est composée que de professionnels. Il y a pas de, ce sont des professionnels et ces archéologues qui fouillent toute l'année. Ils sont payés pour ça. Deuxième catégorie de fouilles archéologiques en France, ce sont les fouilles archéologiques programmées. On avait le préventif avant les travaux et on a maintenant le programmé. Alors le programmé, c'est quoi? Par exemple, une université qui a trouvé un site très intéressant. L'État, par exemple, a classé le site ou a dit non, on vous le laisse. Et là, c'est des fouilles minutieuses, lentes, où on prend son temps pour augmenter finalement la recherche, la documentation sur la recherche archéologique. Alors, pendant des années, il y avait pas mal de fouilles programmées. Mais aujourd'hui, les fouilles programmées, pour des questions budgétaires et aussi des questions de réserve archéologique, c'est important. Si le site n'est pas menacé, eh bien, c'est parfois inutile de fouiller parce que, comme le disait André Louis-Gourand et d'autres, fouiller, c'est détruire. Donc, finalement, c'est aussi garder des réserves archéologiques. Donc, d'un côté, le préventif, le GRAC n'a rien à faire dans le préventif. On verra qu'il y a quand même un petit rôle du GRAC. Et dans le programmé, le GRAC gère des fonds archéologiques pour les archéologues. On l'a fait pendant des années. Maintenant, comme il y a de moins en moins de fouilles programmées, on le fait pratiquement plus. Mais c'est une des activités du GRAC. Et là, les membres pouvaient participer à ces fouilles. Toutes les fouilles sont
organisé autour du service régional de l'archéologie qui donne les autorisations et un fouilleur, un chef, un responsable, je sais pas, le responsable du chantier, le grand chef. Lui, il est sélectionné par le SRA suivant ses capacités. Ça peut être un archéologue professionnel, mais ça peut être aussi un archéologue bénévole. D'accord. Et avec Alona, avez-vous des liens avec la AAA? Ah oui, alors avec Alona, c'est la ville de Valognes, c'est les entourages de la ville de Valognes. On a deux éléments. Il y a, disons, une quinzaine d'années, autour d'Alona, plusieurs fouilles se sont mises en œuvre. Il y a eu des fouilles, notamment dans la commune de Montaigu-la-Brisette, qui est à quelques kilomètres d'Alona. Là, le GRAC était partie prenante, puisque c'est le GRAC qui gérait les fonds archéologiques, et ce sont des archéologues locaux qui ont fouillé sur place. Depuis peu, la ville de Valognes a commencé à s'interroger évidemment sur ces vestiges gallo-romains. Des archéologues professionnels ont fait des recherches, notamment de la recherche de terrain, quelques fouilles, quelques sondages, de la recherche en géoradar pour avoir la cartographie. Et ben, ils se sont dit, il faut créer une association. Ils ont créé l'association AAA. Et là, on a un lien étroit avec eux, puisqu'on monte énormément d'actions communes. Des animations, des voyages, des déplacements, etc. Récemment, l'année dernière, on a fait un voyage dans la région de Caen. Alona, l'association d'Alona faisait partie du voyage, et là ils organisent un voyage à Jubelin, et le GRAC fait partie de ça. On est étroitement liés, mais c'est deux associations distinctes. D'accord. C'est ça que quand on connaît pas, pour moi, je pense à Alona archéologie, donc c'est pour ça que je vous posais la question. Je veux savoir comment s'articulait le GRAC et puis d'autres sociétés d'archéologie. Le Roselle, c'est pareil, c'est quelque chose d'indépendant, vous m'avez expliqué tout à l'heure. Oui, le Roselle, c'est différent. Donc le Roselle, c'est une découverte ancienne. Et quand le Roselle a été découvert, on s'est rendu compte que c'était un site de première importance. Puis il est resté un peu en sommeil, et face à l'érosion marine, il a fallu faire quelque chose. Et là, c'est le service régional de l'archéologie qui s'est dit, attention, ce site va disparaître. Paradoxalement, c'est pas un site d'archéologie préventive, puisqu'il n'y a pas de travaux prévus. Préventif, c'est quand il y a des travaux prévus qui vont casser le sol. Là, c'est différent. Le Roselle, c'est la mer qui là, c'est l'urgence de la... Donc là, il y a une urgence, je dirais, climatique aujourd'hui, de trait de côte. Donc, il faut absolument faire quelque chose. Donc, arrivé au Roselle, le service régional de l'archéologie a dit, bon, il faut faire quelque chose. Et c'est Dominique Cliquet, qui à l'époque était donc conservateur en chef au service régional de l'archéologie, qui a pris en main les fouilles du Roselle. Alors, le rôle du GRAC là-dedans n'a pas de rôle, puisque le service régional de l'archéologie a tout pris en charge. Il n'en demeure pas moins que, par exemple, nos membres, nous avons une relation privilégiée avec Dominique Cliquet, qui est le chef du site, qui est le responsable du site, mais qui est aussi membre du GRAC. Et donc, quand on a des archéologues, des membres qui veulent fouiller au Roselle, eh bien, ils ont un peu, entre guillemets, une petite préférence. C'est-à-dire que j'appelle Dominique Cliquet, je lui dis, dis donc, j'ai quelqu'un pour toi, est-ce que tu prends des fouilleurs? Et c'est vrai que plusieurs membres du GRAC sont venus fouiller au Roselle ces dernières années. D'accord. J'ai une question qui me vient. Le GRAC, vous êtes donc l'archéologie, mais uniquement l'Antiquité, le Moyen-Âge? Est-ce que quel est votre domaine d'intervention? Le domaine d'intervention, nous, ce que l'on cherche, c'est à permettre aux membres de découvrir et aussi de bénéficier de formation, de conseils sur l'archéologie en général, de promouvoir l'archéologie auprès du grand public. L'archéologie aujourd'hui, c'est très large. L'archéologie, c'est d'abord, rappelons quand même que c'est l'étude finalement des sociétés anciennes, depuis la préhistoire la plus ancienne. Dans la Manche, on a des sites qui ont jusqu'à 150, 180 000 ans. On est sur des sites anciens, jusqu'à pratiquement aujourd'hui. C'est-à-dire que, par exemple, des fouilles archéologiques se font sur des sites de la Deuxième Guerre mondiale ou sur de l'après-Deuxième Guerre mondiale. La question, c'est qu'est-ce qu'on fouille? On va fouiller des traces, des restes, des vestiges qui appartiennent à une époque historique ou préhistorique. Et le but, c'est de compléter la documentation sur cette période. Alors, souvent, pendant des années, on disait l'archéologie du XXe siècle, du XIXe siècle, ça n'a aucun intérêt. On a des textes et on se rend compte que il y a des trous même dans les textes et on va compléter. C'est le cas de l'archéologie des deux guerres mondiales. Il y a eu énormément de découvertes réalisées, notamment pas dans notre région, mais sur la partie guerre de 14 dans l'Est. Donc nous, on couvre toutes ces périodes-là. Et puis on a un deuxième aspect de
notre association, qui nous tient à cœur, c'est la préservation du patrimoine. Il y a tout un patrimoine de pays, on passe à côté et qui se dégrade. Et là, on a deux volets. On a le patrimoine général. Alors, ça peut être, par exemple, un ancien lavoir, ça peut être les croix de chemin, ça peut être une petite curiosité dans un coin, une ancienne meule ou juste comme ça. Bon. Mais il y a aussi le patrimoine funéraire. Et là, on a mis un programme en place rien que sur le patrimoine funéraire. Alors, qu'est-ce que le patrimoine funéraire? C'est tout simplement, par exemple, nos cimetières. Dans nos cimetières, il y a des tombes qui datent du 20e, du 19e siècle, qui sont à l'abandon, mais qui sont intéressantes soit par la personne qui est enterrée, soit par le monument, l'architecture du monument, des croix de fonte, des décors particuliers, des épitaphes curieuses, des choses comme ça. Donc on a lancé un programme dans la Hague où on va faire des inventaires de cimetières pour essayer de photographier, enregistrer, décrire quelques tombes remarquables au sens soit architectural, soit pour la personne qui est enterrée. Dans un seul but, c'est préserver ce patrimoine, parce que, comme tout le monde, les communes ont besoin d'espace. De temps en temps, ils ont besoin de reprises de tombes. Il y a des tombes abandonnées. Tout ça, ça va être rayé. Et puis on va amener des nouvelles tombes. Et il y a un patrimoine qui disparaît. Et on va même très loin, puisque il y a quelques semaines, avec un lycée de la ville de Cherbourg, on a restauré une tombe avec une clôture en bois. Et cette clôture en bois ressemble à un berceau d'enfant. C'était à l'église de Jaubourg, dans le cimetière de Jaubourg. Et on a décidé de prendre en main la restauration parce que cette tombe, il y a aucune tombe qui ressemble à ça. Et donc elle était en état délabrement, abandonnée. Et donc avec la commune de La Hague, avec le lycée, j'ai oublié le nom, de Cherbourg, on a, avec les jeunes qui sont en CAP de menuiserie, on a fait restaurer cette tombe pour pouvoir garder la mémoire de cette tombe, qui est curieuse, parce que c'est la première fois qu'on voit une tombe comme ça. Donc, vous voyez, c'est des actions aussi sur des choses qui sont pas vraiment de l'archéologie, mais du registre du patrimoine, et du patrimoine qui disparaît. Donc avant qu'il disparaisse, on va essayer d'en garder mémoire. C'est intéressant, parce que c'est vrai que moi, l'archéologie, souvent on pense vraiment très ancien. Et là, ce dont vous nous parlez, c'est de l'archéologie aussi du XXe siècle. Absolument. C'est du maintien de patrimoine, restauration de patrimoine qui est actuel. Et c'est très intéressant de savoir qu'en fait, c'est pas uniquement les vieilles pierres, les vieux os. Je vais vous poser une question qui me vient comme ça. Dans mon jardin, c'est le cas il y a 2 jours, j'ai trouvé des petits bouts de poterie. Qu'est-ce que je peux faire dans ces cas-là? Ah, ça, c'est la question. C'est la question un peu délicate. Allez. Je vais me lancer. Réglementairement, normalement, la loi, le fonctionnement de l'archéologie oblige le particulier qui fait ce qu'on appelle une découverte fortuite. C'est important, le mot fortuit, c'est-à-dire que je suis en train de faire de la culture. Voilà, je suis en train de planter mes petits pois et je trouve quelque chose. Dans la découverte fortuite, le particulier normalement doit déclarer sa découverte à la mairie de son domicile. Problème, les mairies ne sont pas forcément formées et habituées à la découverte archéologique. C'est-à-dire qu'ils vont peut-être récupérer l'objet sans poser trop de questions, et ça va s'arrêter là. Sauf que nous, archéologues, notre besoin principal, c'est non seulement d'avoir l'objet. Souvent, les gens nous amènent des objets. Ça nous arrive d'ailleurs pratiquement une fois par mois. Il y a quelqu'un qui nous dit, voilà, j'ai trouvé ça, ou alors j'ai ça, qu'est-ce que vous en pensez? Et quand on lui pose la question, où l'avez-vous trouvé? J'ai oublié, je ne sais plus, etc. Alors déjà, là, c'est foutu. Voilà. Donc, première chose, si on le dépose à la mairie et que la mairie n'enregistre pas précisément la date, le lieu de la découverte, faire une photo, un truc comme ça, nous, on perd déjà beaucoup d'informations. Alors, ce qu'on conseille, c'est de respecter évidemment la réglementation. Vous allez déposer l'objet à la mairie. Idéalement, vous en faites des photos et vous enregistrez précieusement l'endroit où il a été trouvé. La couleur de la terre, faites des photos de l'environnement, éventuellement la profondeur, le point GPS si c'est dans un grand champ, des choses comme ça. Vous le déposez à la mairie, vous demandez à la mairie ce qu'elle veut en faire, mais vous nous en faites un double, ou vous faites un double du dépôt, ce qu'on appelle une photo et puis un petit rapport, soit au GRAC, directement au GRAC, soit au service régional de l'archéologie à Caen. L'intérêt, c'est que nous, on est très proches. Si la découverte est faite dans le Cotentin, si elle était faite à Marseille, ça va être plus compliqué. Et puis c'est pas notre territoire. Mais nous, on va aller voir la mairie,
On va lui dire, il paraît qu'on vous a déposé quelque chose, est-ce qu'on peut le photographier, est-ce qu'on peut le mesurer, est-ce qu'on peut regarder ce que c'est? On a des archéologues professionnels et bénévoles qui connaissent bien leur période. On peut parfaitement, en voyant l'objet, peut-être donner une date. Dire par exemple, ah, c'est intéressant, c'est des éléments de céramique, je sais pas moi, de l'âge du bronze c'est de la sigillée romaine antique, ou c'est je sais pas quoi, ou c'est de la céramique médiévale. Bon ben là, ça va nous intéresser, on va travailler. Si évidemment c'est le pot de fleurs de Du de voisin. la grand-mère ou du voisin, on va vous dire, c'est peut-être pas utile de le garder. Mais vous voyez, donc D'accord. l'important c'est de pouvoir trouver une trace de cet élément et ne pas que ça se perde dans une cave, comme je l'ai vu une fois. J'ai un exemple assez très ancien, si j'ose dire, pas du tout ancien pour l'archéologie, mais quand j'ai fait mes études, j'étais donc chargé de fouilles sur un chantier, et il y a quelqu'un qui est venu, qui m'a dit, écoutez, j'ai trouvé des trucs, et là, il m'amène 2 caisses de silex taillé. Mais de très beaux silex taillés, du paléolithique moyen, donc daté vu le profil, c'était plutôt du moins 120 000 ans, hein, c'est ce qu'on appelle le moustérien biface, et plein de bifaces, des choses comme ça. Et j'ai dit, c'est très intéressant, où est-ce que vous avez trouvé ça? Eh bien, en fait, on évacue une ancienne mairie, parce que regroupement de communes, on vide le bâtiment, et dans les caves, il y avait ça. Je dis, mais ça sort d'où? Ouais. Ah ben, on n'a pas trouvé. Ben, je dis, voilà, on a une caisse. Avant, j'avais une caisse de pièces du moustérien intéressantes, etc. Là, j'ai une caisse de cailloux. C'est-à-dire que oui, d'accord, c'est des objets. Je sais pas d'où ils viennent. Je sais pas quand ils ont été trouvés. Je n'ai aucune information. Ouais. Bon, bah oui, c'est des cailloux parmi d'autres. Mais ça n'a plus aucun intérêt pour l'archéologie. Ouais. Parce que les bifaces en archéologie, on en a beaucoup. Mais si on n'a pas le lieu, ça n'a plus aucun intérêt. Voilà, c'est un peu comme dans la collection de timbres, vous savez, des timbres qui auraient été découpés. Ah bah oui, j'ai un bout de timbre. Oui, on est content du bout de timbre, quoi, mais ça sert à rien. Voilà. Donc c'est vraiment un exemple. Donc idéalement, on dépose à la mairie, on voit ce que la mairie fait, et on prévient soit le service régional de l'archéologie à Caen, soit le GRAC si c'est local, et on va sur place. Et donc vous, le GRAC, on vous contacte où concrètement? Eh bien, on peut tout simplement nous envoyer un mail, hein, asso.grac@free.fr, hein, ou appeler le président ou la trésorière ou la secrétaire. À la limite, je pense que si vous mettez ça sous la vidéo, je vous laisse les coordonnées. Les gens peuvent contacter le GRAC, en effet, pour ça. D'accord. Je pourrais rajouter quand même quelque chose pour terminer sur les découvertes fortuites. J'insiste là-dessus. Une découverte fortuite, c'est une découverte que l'on fait fortuitement, c'est-à-dire par hasard, dans un cadre, d'une promenade, un truc comme ça. Parfois, l'objet, vous pouvez pas le déposer à la mairie. Je prends un exemple. Vous vous promenez sur le littoral, la mer a grignoté, et là, de la falaise sort un gros bout de pierre, et vous vous dites, tiens, ça ressemblerait bien à un sarcophage. Là, pareil, là, vous pouvez prévenir la mairie, mais là encore, photo, relevé. Aujourd'hui, tout le monde a un smartphone, on fait une photo, on en parle, et on avertit très rapidement le service régional d'archéologie ou le GRAC, parce qu'aujourd'hui, le trait de côte avance, ça pose quelques soucis, parce qu'il y a des tas de sites archéologiques qui disparaissent. Il suffit d'une tempête pour que le site disparaisse. C'est d'ailleurs ça, c'est une des priorités du GRAC en 2025-2026. D'accord. On est en train de créer un groupe de membres du GRAC. Je les forme. Un autre archéologue m'aide aussi. On va faire la semaine prochaine, donc samedi prochain, une sortie sur le littoral pour former les gens au relevé archéologique. Et on essaye maintenant de créer des équipes de surveillance du littoral face à la montée des eaux. L'évolution du climat, les tempêtes font que le trait de côte évolue. Je pense que pour toutes les personnes qui habitent le Cotentin, vous voyez les blocos construits par les Allemands qui sont maintenant au milieu de la plage et recouverts à la marée haute. Les Allemands ne les ont pas construits là. Donc on voit cette évolution du trait de côte. Une évolution du trait de côte, c'est quoi? C'est la disparition de sites archéologiques, mais aussi l'apparition de nouveaux sites archéologiques. Donc on met en place un programme de surveillance de cette côte. J'ai pas le temps de tout faire, donc on va prendre des personnes qui sont formées
et qui, tout simplement, il y a une tempête, le lendemain, le surlendemain, on fait une petite balade le long de la côte, on regarde la falaise, on regarde la plage, on regarde s'il y a quelque chose, il y a rien, il y a quelque chose, on photographie, on alerte. C'est un dispositif d'alerte sur l'évolution du trait de côte. D'accord. Donc là, c'est une des premières activités du GRAC que l'on va mettre en place 2025-2026 pour vraiment faire une surveillance régulière du trait de côte. Et puis sinon, dans les autres activités, on a toujours des visites, des sorties. Dans début octobre, on va faire une réunion de formation pour les membres. Vous parliez des deux associations, AAA et le GRAC, à la reconnaissance des céramiques. Donc, un archéologue spécialisé en céramologie va venir nous présenter des poteries depuis le néolithique jusqu'à la période moderne, 17e, 18e. Et le but, c'est de reconnaître ces céramiques, c'est-à-dire de dire, voilà, les caractéristiques plutôt d'une poterie de l'âge du bronze, les caractéristiques d'une poterie de l'Antiquité ou du Moyen-Âge, pour pouvoir à peu près les reconnaître. Et donc, pareil, si quelqu'un présente à un membre du GRAC qui a suivi la formation une poterie trouvée dans le jardin, il sera capable de dire, oh non, ça c'est pas intéressant, ou ça peut être antique, ou ça peut être gallo-romain, ça peut être médiéval, ça peut être, voilà. Donc, on a aussi des formations pour les membres. Qui sont ouvertes pour vos membres. Tous les membres. En général, il y a des membres qui veulent découvrir l'archéologie, qui connaissent certaines choses, qui connaissent pas la chronologie, on a notre langage, hein. Quand je dis à quelqu'un, là, ça serait peut-être du châtel péronnien, voilà, ou du Seine-Oise-Marne. On a qui les grands yeux. Voilà, c'est pas forcément clair, hein. Ouais. Donc, le but, c'est d'amener les personnes à connaître un peu le vocabulaire, la chronologie, et puis à commencer à avoir l'œil. D'accord. On a fait, et on va refaire une formation, par exemple, sur reconnaître le silex taillé, les caractéristiques d'un silex taillé par l'homme par rapport à un bout de silex qui a été cassé par la mer. Qu'est-ce qui fait la différence? Quelles sont les caractéristiques? Voilà, c'est des formations. Voilà. Écoutez, c'est passionnant, vos activités. Oui. Vous éditez une revue aussi, un bulletin? Alors, que nous avons là sur la table. Voilà, on a une revue, apparition à date irrégulière. D'accord. C'est-à-dire c'est-à-dire qu'en fait, c'est en fonction de ce qu'on a à mettre dedans et ce que les archéologues peuvent bien nous apporter. Alors, dans les événements qui ont eu lieu et qui ont permis d'étoffer la revue, on a bien sûr toutes ces découvertes fortuites que je vous racontais par les membres, donc on les cite. Il y a quelques articles de fond sur des objets qui ont été trouvés dans la région. Par exemple, sur ce numéro 20, là, il y a un moule de l'âge du bronze. On va avoir différents éléments. Par exemple, la découverte d'un monument un peu mystérieux sur une plage, découvert à marée basse. Donc, on va faire une publication. Et donc, différents articles. Les nouvelles de l'association, le fonctionnement de l'association. Et puis, il y a deux numéros. Les deux derniers sont un peu particuliers parce que, avec la ville de Cherbourg, on a organisé, on a été à l'origine de deux expositions qui se sont appelées Archéo-Cotentin 1 et 2. C'est bien. Et donc, deux expositions qui ont eu lieu au musée Thomas-Henry. Et donc, on en parle aussi dans les deux numéros. D'ailleurs, l'affiche fait la couverture de nos deux numéros. Voilà, donc, alors, vous savez qu'il y a le livre Archéo-Cotentin 1 et 2 que l'on trouve, qui sont en vente. Je crois qu'on en a encore chez nous, dans nos locaux Généa 50. C'était deux très belles expositions, en effet, parce que j'aime beaucoup l'archéologie. Voilà. Donc, je suis ravie de vous rencontrer aujourd'hui. Et l'intérêt des catalogues, je fais de la publicité pour les catalogues, parce que les catalogues, notamment Archéo-Cotentin 2, on a même... vous parliez des rôles du GRAC, on a même financé une partie du catalogue parce que le budget était limité par la ville et on voulait des pages en plus. Il y a beaucoup de découvertes et de recherches qui étaient inédites, quoi. C'est vraiment des éléments nouveaux, quoi. Donc c'est intéressant d'avoir ces points parce que on les trouve nulle part ailleurs, quoi. C'est le catalogue qui donnera ces recherches inédites. D'accord, donc ces bulletins, on peut les avoir donc en étant membre chez vous. Membre du GRAC, on les a donc évidemment dans le cadre de la cotisation. Ouais. Chaque bulletin est déposé systématiquement à la bibliothèque de la ville de Cherbourg, aux archives départementales, évidemment aux archives nationales, puisqu'on a un numéro ISBN, et la bibliothèque du Tour. D'accord.
Il y a une époque où les Bibliothèques du Tour, on leur fournissait aussi le PDF, parce que je crois que c'était téléchargeable, mais je ne sais pas si c'est toujours le cas. D'accord. Ok. Donc du coup, moi j'ai une proposition à vous faire. Est-ce qu'on peut faire une vidéo prochaine avec vous concernant l'archéologie? J'ai des menhirs dans la région, dans le coin de Fernandville. Bien sûr, Est-ce que vous seriez d'accord? bien sûr. Bah Bien sûr. écoutez, avec plaisir à ce moment-là. Je voudrais vous parler de Oui. quelque chose. Allez-y. Pour les auditeurs, comme on Mhm. dit, qui auraient bien entendu, le GRAC a été créé en 1975. Ce qui fait que cette année, c'est les 50 ans du GRAC. Notre association a 50 ans. Et donc, nous allons organiser une journée complète sur les dernières recherches archéologiques qui va se passer donc deuxième samedi de novembre à Cherbourg, plus exactement à la Glacerie, au Théâtre des Miroirs, où là on fait venir des archéologues spécialistes qui vont nous parler de différentes thématiques, le Cotentin entre terre et mer. C'est-à-dire que tout sera axé sur le Cotentin et un peu plus large peut-être, un peu le département de la Manche, mais les liens avec la mer. Donc on aura des interventions au début sur plutôt le climat Mhm. et l'évolution des côtes et du niveau de la mer, Oui. avec la préhistoire ancienne, le site du Rosel et d'autres sites, Mhm. en quoi l'homme préhistorique avait un lien avec la mer ou pas. Ensuite, toute une partie qui sera plutôt liée aux activités maritimes, comment la mer est utilisée, le transmanche, le commerce, les premiers contacts entre le Cotentin et l'Angleterre, un peu avant Guillaume le Conquérant, nettement avant Guillaume le Conquérant, puisque dès le Mésolithique, on s'aperçoit qu'il y a des liens. Des éléments concernant la vie des gens de mer, bref, plusieurs cycles de conférences, table ronde, avec participation du public, questions libres. On refait ce qu'on a fait dans la Hague pendant des années. Et donc, pour les 50 ans, on a notamment cet événement qui est là. Voilà. C'est un événement passionnant. Donc, dans très peu de temps, il y aura des articles dans la presse pour inviter finalement tous les passionnés d'histoire et d'archéologie du Cotentin à venir passer cette journée avec nous. Il sera même possible de déjeuner le midi avec les archéologues pour ceux qui se seront inscrits au déjeuner. Bah, c'est une très belle, Une vieille association qui a 50 ans. très bonne nouvelle. Vous avez raison de le fêter. Voilà. Et donc, ça tombe bien parce que vous m'invitez comme ça pour que je parle du GRAC. Et donc, l'année du 50e, bravo à tous. Là, c'est très, très bien Et synchronisé. on a un beau scoop. Ah, c'est très, très bon. C'est très bien synchronisé. Je suis ravi d'être là pour présenter le GRAC. Bah, écoutez, on est ravis de partager cela sur notre chaîne avec vous, Bah, écoutez, avec tous ceux qui nous suivent. Et bah, je vous dis donc pour une prochaine vidéo. Prochaine vidéo sur les, si vous voulez, oui, pour sur commenter. Les menhirs, puisqu'il y a plusieurs menhirs. Il y a des menhirs, il y a plus que des menhirs, hein, puisque dans la région, il y a aussi une sépulture entrée latérale à Bretteville. Oui, ça je la connais. Il y en a une dans la Hague aussi, les Pierres Pouclées. Il y a le menhir de Saint-Pierre qui est pas très loin, qui est sur la route. Oui, il y a plusieurs monuments. Donc plein de choses à voir. Oui, plein de choses à voir, mais il n'y a pas que des menhirs à voir dans le coin. Hein. Eh ben, écoutez, on va découvrir ça avec vous à ce moment-là. Il y a des jolies choses. Voilà. Écoutez, je vous remercie pour cette interview. Ravi d'y avoir fait votre connaissance. Là, c'est moi. Et écoutez, j'espère que vous avez découvert le GRAC et que ça vous donne envie d'aller, si ça vous intéresse, d'aller vers l'archéologie avec le GRAC. N'hésitez pas à vous être membre. Je vous dis à bientôt et prochaine vidéo. Merci.